bonsoir Marc Ferracci. Bonsoir. Député EPR des Français de l'étranger, ancien ministre de l'Industrie et de l'Énergie. On a beaucoup de sujets à évoquer avec vous, la transition énergétique, le coût de l'essence 2027 évidemment. Mais d'abord, comme à 7 heures, c'est l'heure de retrouver, comme chaque soir, notre séquence vrai ou faux avec Louis Augry. Bonsoir Louis, ce soir on parle de l'impact de l'intelligence artificielle pour la planète. On pointe du doigt les data centers, ces fameux centres de données qui sont en fait des énormes hangars remplis de serveurs informatiques qui servent à stocker les données d'Internet et notamment de l'intelligence artificielle. Et ce matin, Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur et spécialiste de l'énergie et du climat, alertait sur la consommation d'électricité de ces data centers. C'est quelque chose qui est extrêmement énergivore. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, les plus gros data centers qui sont en construction aux États-Unis, ils appellent une puissance de 10 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent en gros de 7 EPR. Si on développe trop l'IA, on n'aura pas assez d'électricité pour le reste. Si on développe trop l'IA, on n'aura pas assez d'électricité pour le reste. Ça serait une catastrophe pour le climat, ces data centers, notamment donc, sur cette question de la consommation d'électricité. Exactement. Alors déjà, on va préciser un petit peu de quoi parle là Jean-Marc Jancovici. Il parle d'un projet de data center aux États-Unis qui est en cours de construction. Alors, Sonia, vous parliez de hangar. Là, on est carrément sur un campus entier avec des quantités astronomiques de serveurs qui vont être destinés effectivement à héberger les données de l'IA. Et effectivement, ce data center, il pourrait consommer jusqu'à 10 gigawatts d'électricité. Là-dessus, Jean-Marc Jancovici, il a raison, c'est l'équivalent de 6 ou 7 EPR, mais on parle là d'un projet très spécifique qui est en cours de construction et qui est finalement assez loin de ce qui existe aujourd'hui en France. Et alors justement, en France, ça donne quoi ? Alors, le plus gros data center actuellement en France, vous allez le voir à l'écran, c'est le Paris Digital Park qui est à la Courneuve, en banlieue parisienne. 40 000 mètres carrés, une consommation d'électricité de 130 mégawatts d'électricité. En gros, c'est 77 fois moins que le projet américain dont parlait Jean-Marc Jancovici. Maintenant, en France, les data centers, ça consomme quand même. Alors combien ? Aujourd'hui, à eux seuls, c'est un peu plus de 2% de la consommation annuelle d'électricité en France, soit l'équivalent de 9 à 10 fois la consommation d'une ville comme Caen. Une consommation qui va augmenter et très vite, notamment, c'est ce que dit l'ADEME à cause de l'IA, et considère que cette consommation d'électricité va être multipliée par plus de 3 d'ici 2035 si on ne fait pas un petit effort de sobriété avec le développement de l'IA. Bon, donc on n'a pas de data center aussi gigantesque que les Américains qui consomment autant d'électricité. Puis il y a un autre sujet, Louis, c'est l'utilisation de l'eau. Ouais, c'est même le sujet qui fâche sur ces data centers, cette eau qui sert à refroidir les data centers. Aux États-Unis, des quantités astronomiques d'eau potable sont utilisées et rejetées sous forme de vapeur. Mais en France, là, on prône aussi un modèle un peu différent. Avec Vrai ou Faux et Luc Brisson, on s'est rendu justement il y a quelques mois au data center de la Courneuve. Alors, ils utilisent de l'eau, eux aussi, mais qui circule en circuit fermé. Elle est refroidie grâce à la température extérieure qui est captée par cette installation. C'est un exemple de groupe froid en refroidissement gratuit, plus exactement, quand ça ne manque pas d'énergie. 55% du temps, on refroidit complètement naturellement un data center. Voilà, vous avez compris le système. Ici, on a une consommation qui est finalement assez faible. C'est ce que confirment d'ailleurs les derniers chiffres de l'autorité de régulation des communications. En 2024, au total, 575 000 mètres cubes d'eau ont été prélevés par ces centres de données. Ça représente, à titre de comparaison, 0,02% de la consommation annuelle de l'agriculture, si on veut comparer. Donc pour le moment, le problème des data centers, il vient surtout de pays comme les États-Unis, comme le dit d'ailleurs Jean-Marc Jancovici. C'est d'ailleurs le pays qui regroupe le plus de ces centres de données. En France, on a quand même des structures qui sont beaucoup moins énergivores en eau et en électricité et qui vont forcément être amenées à être de plus en plus à cause de l'IA. Merci beaucoup, Louis Augry. Rendez-vous avec toute l'équipe de Vrai ou Faux, c'est le samedi à midi et le dimanche à 20h pour la rediff. Merci beaucoup, Marc Ferracci. On n'en est pas encore au modèle américain, on l'a bien compris dans la chronique de Louis, mais est-ce qu'il faut tout de même limiter, d'une manière ou d'une autre, la croissance et le développement de ces data centers sur le territoire français ? Non, je ne pense pas qu'il faille la limiter, parce que derrière les data centers, il y a un enjeu très important qui est celui de la souveraineté. La souveraineté sur les données qu'on va mettre sur ces data centers, que les entreprises, que les particuliers vont mettre. Derrière les data centers, il y a des serveurs. Les serveurs
utilise parfois et de plus en plus des algorithmes qui font appel à l'intelligence artificielle et on a besoin que ces algorithmes utilisent des données qui sont en France et en Europe. Parce que ça, c'est une condition de notre souveraineté numérique et c'est la raison pour laquelle l'année dernière, et ce sera encore le cas cette année, eh bien, le président de la République a annoncé, c'était lors du sommet sur l'IA qui a eu lieu en février 2025, a annoncé que beaucoup de projets de data center allaient s'implanter en France. Mais je veux rassurer, vous l'avez fait assez bien, sur le fait que d'abord, nous avons la capacité à produire l'électricité qui permettra d'alimenter les data centers. Il faut savoir que nous produisons un excédent d'électricité aujourd'hui en France. On a exporté 20% de notre production électrique l'année dernière. Ça veut dire que nous avons des réserves. Nous avons aussi l'ambition de produire plus. Il y a 6 réacteurs nucléaires qui sont en cours de construction, qui seront opérationnels pas avant 2038. Mais d'ici là, nous avons la capacité, avec les énergies renouvelables, avec l'hydroélectricité, de tenir cette montée en puissance. Donc il ne faut pas être inquiet. Sur la question de l'eau, vous avez également pointé le fait que c'est un sujet. Il ne faut pas l'écarter. Il y a derrière les data centers l'enjeu du refroidissement, mais il y a aussi des solutions très responsables. Moi, j'ai visité des data centers quand j'étais ministre de l'Énergie. J'en ai visité un à Meudon en particulier, qui produit de la chaleur. Et cette chaleur, elle servait à chauffer le lycée de la commune. Et donc, on voit bien qu'il y a cet enjeu de recyclage de l'énergie produite sur laquelle les industriels savent trouver des solutions. Alors, la France, Marc Ferracci, vit un épisode de chaleur intense, extrême, inédit. On a encore battu aujourd'hui des records de température. Et c'est l'occasion de réaliser une nouvelle fois à quel point nos infrastructures sont inadaptées à ces températures extrêmes. On parle des écoles, on parle des hôpitaux, on parle des transports, on parle de 400 à 500 milliards d'euros d'investissements nécessaires pour mener les chantiers qui seraient nécessaires pour adapter nos infrastructures. On ne les a pas, évidemment. Donc on fait comment ? D'abord, le constat, il faut qu'il soit posé de manière très lucide. La transition écologique, ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher. Certains rapports, celui qui a été réalisé par exemple par Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, pointaient que ça coûterait l'équivalent de 2 à 3 points de PIB. Notre PIB, c'est plus de 3 000 milliards d'euros. 1 point de PIB, c'est 30 milliards d'euros. Vous multipliez ça par 3, ça fait 90 milliards d'euros. C'est chaque année que ça coûte quelque chose d'aussi important. Et donc, si on met bout à bout tous les investissements qui sont nécessaires à la transition, on se rend compte que ça coûte très cher. Donc, la réponse que je vous fais, c'est que pour financer la transition écologique, pour financer notre souveraineté, et on parle aussi de la souveraineté énergétique, les réacteurs nucléaires, l'armée, on a besoin de créer plus de richesses. Et moi, ce que je souhaite, c'est que face à cet enjeu du dérèglement climatique, tout le monde prenne bien conscience que l'enjeu pour l'élection présidentielle de 2027, dont on va se reparler sous l'angle plus politique, mais l'enjeu du point de vue des politiques publiques, c'est d'être crédible sur la manière dont on crée plus de richesses. Ça veut dire augmenter le taux d'emploi. En France, on a une proportion de gens qui travaillent qui est inférieure, très largement inférieure à l'Allemagne et plus largement aux autres pays européens. C'est augmenter la productivité. Et ça, c'est quelque chose d'absolument nécessaire parce que l'Europe, en règle générale, mais aussi la France, a tendance à décrocher en termes de productivité. Donc les Français doivent travailler plus pour financer la transition écologique, c'est ça que vous dites ce soir ? Travailler plus nombreux. Parce qu'on sait que le problème, ici, c'est que les jeunes, mais aussi les seniors, sont moins nombreux à travailler que dans les autres pays. Ce n'est pas forcément une histoire de travailler plus longtemps dans une année ou dans une semaine, c'est être plus nombreux à travailler. Et donc, moi, je considère, et j'aurai l'occasion d'essayer de participer au débat public sur ces sujets-là, qu'il faut de nouvelles réformes pour travailler plus nombreux, il faut de nouvelles réformes pour améliorer la productivité, faire en sorte, par exemple, que l'IA se transforme en gain de productivité pour les entreprises. Ça, c'est quelque chose de très important. On sait que ce n'est pas parce qu'on investit dans une technologie qu'on va faire des gains de productivité, qu'on va produire plus et mieux. Ce qu'il faut, c'est, en parallèle, être capable de réorganiser le travail. Ça pose la question du dialogue social, ça pose la question du droit du travail, ça pose beaucoup de questions que les candidats devraient prendre à bras-le-corps dans la perspective de 2025. Par exemple, je sais que vous, à la rentrée, vous faites un livre qui apporte des pistes pour le plein emploi, qui est une sorte de mythe, mais on essaie d'y tendre. Non, je ne pense pas que ce soit un mythe, justement. Alors, expliquez-nous plus exactement, en disant les programmes des candidats, comment vous réformez les choses ? Parce que le rêve que tout le monde puisse travailler, qui est une adéquation entre la demande et l'offre, c'est un rêve que tout le monde caresse depuis une éternité. Qu'il n'y ait pas un coup près à 50 ou 55 ans et que les gens ne puissent plus travailler, c'est quoi ? Il faut durcir les conditions d'allocation chômage ? Faites quoi ? Est-ce que c'est quelque chose qui... Il n'y a évidemment pas un seul levier à actionner. Alors, si vous deviez sélectionner 3. Si je devais évoquer les 2 sujets les plus importants. Le sujet le plus important pour moi, c'est l'articulation entre le système d'enseignement et le marché du travail. Cette articulation, aujourd'hui, elle a progressé grâce à l'apprentissage,
on permet à beaucoup plus de jeunes de trouver du travail parce qu'ils obtiennent leur diplôme en apprentissage. Et ça, c'est quelque chose de très positif qu'on doit aux réformes que nous avons faites. Mais on ne va pas assez loin. Les lycées professionnels, c'est 650 000 jeunes qui ont encore des taux d'insertion dans l'emploi qui sont insuffisants. L'enseignement général, et notamment l'enseignement supérieur, moi j'ai été, et je suis toujours professeur d'université, n'est pas toujours adapté aux besoins du marché du travail et des entreprises. On a besoin de faire en sorte que la professionnalisation soit désormais le principe cardinal de notre système d'enseignement. Ça, c'est le premier point très important. Et le deuxième dont je veux quand même parler, c'est la question du droit du travail et du dialogue social. Par rapport aux autres pays, la France, elle a une spécificité, c'est que le droit du travail, il se fait en haut. Il se fait par la loi, il se fait dans des accords de branche, mais il se fait très peu dans les entreprises. Avec la possibilité qu'il y ait des accords d'entreprise qui soient plus positifs et très favorables. En réalité, beaucoup moins qu'on ne l'imagine. Et ça, c'est un élément sur lequel nous devons revenir parce que c'est la condition pour faire des gains de productivité, c'est la condition pour créer des emplois. Il faut donner de la liberté aux gens qui sont sur le terrain, les salariés, leurs représentants et les directions d'entreprise. Sur votre premier point, c'est-à-dire en gros avoir une formation des jeunes qui soit plus adaptée au marché de l'emploi, il y avait un certain nombre de personnes qui hurlaient quand on disait ça, en disant que l'école, c'était pas l'armée de la formation de l'armée de salariés du MEDEF. Et on disait en gros, si quelqu'un a envie de faire psycho pendant 2 ans, il fera psycho ou sociologie. C'était en général ce qu'on citait, en disant on n'est pas là pour former forcément des gens qui vont être l'armée de réserve du grand capital. Mais vous savez, moi je pense que le système d'enseignement, dans sa globalité, il a besoin de former des citoyens. C'est très clair, on a une longue tradition comme ça. Jules Ferry... de gratuité, si j'ose dire. En 1883, Jules Ferry s'adressait aux enseignants en disant « Je vous demande de former des citoyens ». Et il avait raison. Mais je pense qu'on doit également former des travailleurs. Et les deux ne sont pas incompatibles. Former des citoyens et former des travailleurs, eh bien, ça signifie laisser la liberté à chacun de choisir ses études. La psychologie, l'histoire, tout ça, même si ce sont des filières universitaires qui sont parfaitement respectables. Mais il faut aussi être clair vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis de leur famille, en leur disant que toutes les filières ne donnent pas les mêmes perspectives d'insertion professionnelle. Et il faut donner de l'information pour cela. Il faut aussi faire en sorte, de mon point de vue, que le financement des universités tienne plus compte de leur capacité à proposer aux étudiants des formations qui donnent de l'insertion professionnelle. Donc plus d'autonomie. Pas forcément plus d'autonomie, elles en ont déjà beaucoup, mais des incitations à le faire. Question d'actualité, Marc Ferracci, avant de parler de 2027, la crise pétrolière. On parlait tout à l'heure de la guerre au Moyen-Orient. Est-ce qu'il va falloir, vous avez été ministre de l'Industrie et de l'Énergie, est-ce que vous dites ce soir aux Français, il va falloir s'habituer à payer son essence ou son gasoil 2 euros ou 2,20 € par litre à la pompe? Est-ce que c'est la vie qu'on va avoir désormais? Désormais, ça dépend ce que vous entendez par désormais, à quel horizon. Dans les prochains mois, tous les experts convergent pour dire que les prix à la pompe ne vont pas significativement baisser, parce que même si le détroit d'Ormuz est rouvert, eh bien, il y aura un effet d'inertie qui laissera le baril autour de 90-100 $, et ça fait des prix à la pompe assez élevés. Mais de manière plus lointaine, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a ici un enjeu fondamental à accélérer la décarbonation de notre économie et à accélérer l'électrification. J'étais ce matin à l'Élysée autour du président de la République avec beaucoup d'acteurs de l'électricité, avec beaucoup d'acteurs de l'électrification, des industriels, des énergéticiens, pour non pas lancer, mais faire des annonces autour de ce qu'on appelle l'équipe de France de l'électrification. L'électrification, c'est absolument nécessaire pour nous permettre de sortir de notre dépendance aux industries, aux énergies fossiles, c'est-à-dire le gaz et le pétrole. Moi, j'ai pas envie que les Français soient dépendants dans leur vie quotidienne de ce qui se passe à l'autre bout du monde, ce qui se passe dans le Golfe. J'ai pas envie qu'on soit dépendant de Vladimir Poutine qui, en 2022, décide de fermer le robinet du gaz au moment de la guerre en Ukraine. J'ai envie qu'on sorte de cette dépendance. Et il y a une manière très simple d'en sortir, qui est en plus cohérente avec la politique que nous menons depuis maintenant plusieurs années, depuis le discours de Belfort du président de la République, où cette logique de décarbonation a été posée très clairement, c'est de dire on a besoin d'efficacité énergétique, on a besoin du nucléaire et on a besoin des renouvelables. Ça, c'est une stratégie qui marche et c'est la stratégie qui va nous permettre à la fois de faire baisser les prix de l'électricité, qui va nous permettre de réduire nos dépendances et qui va permettre aux Français de moins vivre dans la peur de ces variations très fortes du prix à la pompe. Sur le nucléaire, vous considérez qu'on a perdu du temps, Emmanuel Macron compris?
Non, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron a perdu du temps parce que c'est lui qui a relancé notre filière nucléaire. Moi, j'en ai été modestement l'artisan en tant que ministre de l'Énergie. J'ai négocié avec la Commission européenne le schéma de financement du nouveau nucléaire. J'ai essayé d'accompagner cela avec mes équipes. Aujourd'hui, il faut regarder devant. Devant, c'est 6 nouveaux réacteurs à horizon 2038 et peut-être 8 supplémentaires qui seront annoncés d'ici la fin de cette année. C'est le président de la République qui en décidera. Donc on voit qu'on fait confiance au nucléaire et le nucléaire, c'est une fierté française. Moi, je veux saluer et aussi faire un appel, puisqu'on parlait des jeunes et de leur insertion professionnelle, à tous ceux qui veulent travailler dans une industrie souveraine qui fait du bien à leur pays. Il y a 100 000 places à pourvoir dans le nucléaire dans les 10 prochaines années. Si vous appelez les écologistes pour leur conseiller sur ça, on n'est pas certain que ça marche très bien. La climatisation, vous êtes pour, vous êtes contre? Est-ce qu'il faut climatiser le pays à tout va en pleine période de réchauffement climatique, ou est-ce que ce n'est pas forcément la bonne solution? Moi, je pense qu'il ne faut pas se priver de la climatisation. Il ne faut pas se priver de la climatisation pour les personnes fragiles, pour les lieux qui hébergent des personnes âgées. Il faut être pragmatique. Ça ne signifie pas climatiser à tout va, ça ne signifie pas basculer dans des excès qu'on peut trouver dans des pays comme les États-Unis ou dans des pays asiatiques ou les pays du Golfe, où quand on sort d'un immeuble, on rentre dans un four, et quand on rentre dans l'immeuble, on rentre dans un frigo. C'est pas ça. Ma vision, c'est une approche plus modérée. La climatisation, ça ne veut pas forcément dire être à 20 degrés partout. Ça peut être avoir simplement quelques degrés d'écart avec la température extérieure pour habituer les corps. Je ne suis pas le meilleur spécialiste de tout ça, mais il me semble qu'il faut, au fond, rendre compatible l'effort de sobriété, donc ne pas aller vers la climatisation à outrance, et en même temps, accepter qu'on va en avoir besoin dans les prochaines années. Et en plus, on a les moyens, avec l'électricité que l'on produit, on a les moyens d'alimenter cela. Ce que je dis simplement, c'est que ce soit les climatiseurs, que ce soit les pompes à chaleur, que ce soit les véhicules électriques, tout ce qui sert à la transition énergétique doit au maximum être produit sur notre pays. C'était l'enjeu de ce qu'on discutait ce matin avec le président de la République. On ne doit pas remplacer une dépendance par une autre. On sort de la dépendance aux énergies fossiles. Ce n'est pas pour avoir une dépendance aux panneaux solaires chinois, aux voitures électriques chinoises ou aux batteries chinoises. Et c'est pour ça que la stratégie de réindustrialisation et la stratégie de transition énergétique, ce sont les deux faces d'une même pièce. Vous n'êtes absolument pas en faveur d'une forme de sobriété. Vous avez employé le mot de sobriété tout à l'heure pour la climatisation, ou une forme de décroissance, c'est-à-dire essayer de consommer moins. C'est pas la même chose. Non, mais je sais que c'est pas la même chose. Je vous dis qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent que face à l'emballement de la planète, il faudrait lever le pied, si j'ose dire, sur un certain nombre de productions, sur un certain nombre de modèles. Vous considérez qu'on peut allier croissance et décarbonation? Moi, je suis convaincu qu'on peut allier croissance et décarbonation. Et je me méfie beaucoup, vous savez, du discours décroissant. Parce que derrière le discours décroissant, il y a un discours qui est décliniste. Derrière le discours décroissant, il y a un discours qui est antinataliste. Et je le vois malheureusement prospérer dans une partie de notre jeunesse. Il y a un discours qui consiste à dire, au fond, j'ai pas envie de faire des enfants parce que ça va nuire à la planète. Moi, je pense qu'il faut rassurer les jeunes générations sur le fait que nous avons un cap, nous avons une vision, c'est la décarbonation. Nous pouvons y arriver grâce à la science, en faisant aussi des efforts, et je reviens sur cette nécessité de créer plus de richesses, mais c'est accessible. C'est accessible si, encore une fois, on ne reste pas dans l'immobilisme et qu'on fait des réformes. Allez, 2027, ça approche. Marc Ferrati, comment vous sentez les choses à Renaissance? Est-ce que la déclaration de candidature du patron de votre parti, Gabriel Attal, vous a galvanisé? Écoutez, moi, j'ai un objectif dans cette élection, c'est de ne pas laisser le pays aux extrêmes. Et en particulier à l'extrême droite, parce que c'est plutôt l'extrême droite qui est en position de gagner l'élection présidentielle. Une fois que j'ai dit ça, je pense que la stratégie collective, ça doit être de se donner les meilleures chances de battre l'extrême droite. Et la stratégie de Gabriel Attal, c'est pas une stratégie collective? C'est pas la stratégie de Gabriel Attal, c'est la stratégie de l'ensemble des acteurs du bloc central. C'est Gabriel Attal, c'est Édouard Philippe, c'est tous ceux qui défendent les idées que nous avons défendues ces dernières années. Moi, ça me fait peur, cette stratégie consistant à mener des campagnes en parallèle. Ça vous leur avez dit? Oui, je leur ai dit, à tous les deux. À tous les deux. Je leur ai dit les yeux dans les yeux. Qu'est-ce qu'on vous répond? Je leur ai dit, ils répondent ce qu'ils disent publiquement. Ils considèrent qu'à un moment, la responsabilité va s'imposer, que celui qui est le moins bien placé dans la campagne va rallier celui qui est le mieux placé. On le verra comment, celui qui est le moins bien placé? Justement, moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Et c'est pour ça que je suis préoccupé. C'est pour ça que je suis préoccupé parce que, vous savez, j'ai fait, dans les équipes du président de la République, d'Emmanuel Macron en 2017, j'ai fait 2 campagnes présidentielles. Et je sais qu'une campagne, c'est un moment d'ébullition.
c'est difficile de débrancher une campagne présidentielle et de se rallier. Et par ailleurs, je ne suis pas certain que si ces ralliements devaient survenir, ils produisent un élan très important. C'est-à-dire qu'ils s'additionnent, comme ça on peut l'imaginer en rêve. Moi, ce que je dis, et je l'ai dit encore une fois à ceux qui sont aujourd'hui les candidats, c'est qu'il faut se parler, mais se parler pour essayer de faire converger les programmes. Parce qu'il n'y a pas que... Comment ils pourraient converger? On ne sait pas quels ils sont. Eh bien, ça signifie d'abord de mettre des idées sur la table. Vous avez complètement raison. On nous parle d'un comité de liaison, en gros, ils se verraient de temps en temps. J'ai le sentiment que ce comité de liaison a surtout pour fonction d'éviter que la campagne ne se passe dans des conditions trop agressives. Et ce n'est pas un élément, on va discuter du fond et des idées, ce comité de liaison. Moi, je suis partisan d'un endroit où on discute du fond et des idées. C'est très important parce qu'au-delà de l'élection présidentielle, dont j'espère profondément que ma famille politique va la remporter, il y a l'élection législative. Et si on donne le sentiment aux Français qu'on n'a pas un programme qui soit collectivement assumé... Vous pensez qu'il faut déjà... passer un accord? Je ne parle pas d'accord, je parle de converger sur le fond. Pour pas qu'on fasse le cirque après les dissolutions. Vous savez, en 2022, je le dis très tranquillement, le programme présidentiel était trop peu dense, il n'y avait pas assez de choses dedans par rapport à 2017. Et on l'a payé tout de suite. On l'a payé au moment des élections législatives, puisque nos députés, moi j'en faisais partie, quand on allait faire campagne sur le terrain, les gens nous disaient, mais au fond, c'est quoi vos propositions? Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter maintenant, régler maintenant, entre ceux qui ont envie d'être candidats. Qu'est-ce qui serait l'élément déclencheur? Parce qu'Elisabeth Borne pense la même chose, enfin, ou vous pensez la même chose qu'elle, ou elle pense la même chose que vous. Vous prêchez dans le désert, on vous entend? Ou il y a quelqu'un qui va paniquer à un moment donné en disant... Non, moi je n'appelle personne à paniquer, au contraire, il faut garder son sang-froid dans des périodes comme celle-là. Je dis simplement que le risque qui est devant nous, c'est pas simplement le risque de l'extrême droite, c'est aussi le risque d'un deuxième tour entre l'extrême gauche et l'extrême droite, entre Jean-Luc Mélenchon et le représentant du Rassemblement national. Je n'en sais rien et je n'ai pas envie, je vais vous dire, de me mettre dans cette disposition d'esprit d'avoir à choisir. Et surtout, je veux éviter à nos concitoyens qui ne nous le pardonneraient pas d'avoir à choisir entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Ça réclame de la responsabilité, ça réclame du sang-froid, et parfois, ça réclame justement d'en rabattre un petit peu sur les stratégies qui ont été conçues au début. Là, vous avez des stratégies qui disent on va discuter en janvier ou en février, ça me paraît très très tard. Et ça doit se décider entre Édouard Philippe et Gabriel Attal, ou est-ce qu'il y a d'autres candidats potentiels dans votre espace politique de centre-droit? Tous les gens qui ont un projet pour le pays, moi je vais mettre des idées sur la table, mais je vous rassure, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, même s'il paraît qu'il ne faut jamais sortir de l'ambiguïté sur ces sujets-là. Il ne faut jamais sortir de l'ambiguïté, mais après tout, à partir du moment où on a des idées, on peut être candidat à l'élection présidentielle. Il faut jamais rien exclure. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tous les gens qui ont un projet pour le pays sont légitimes à apporter leurs idées au débat, et ensuite sont légitimes à avoir une ambition. Il faut que ces ambitions soient tranchées rapidement. Alors c'est quoi ça l'enjeu? Parce qu'on entend un certain temps, on entend bientôt. À l'automne, avant le mois de janvier. Avant le mois de Avant le mois de janvier. Heureusement, le mois de janvier. Pardon? Heureusement avant le mois de janvier. Vous savez, aujourd'hui, ce que j'entends, moi, de la bouche des candidats, c'est que les discussions sur les éventuels ralliements auraient lieu en janvier, en février, au début de l'année. Ah oui, donc ça, je pense qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Moi, ça me préoccupe parce qu'encore une fois, quand vous êtes en campagne, quand vos équipes travaillent 20 heures sur 24 depuis des semaines et des semaines, quand vous avez engagé vos frais de campagne aussi, c'est pas un élément tout à fait négligeable, eh bien, c'est plus difficile de se rallier. Et puis, par ailleurs, il faut quand même se le dire, une campagne, c'est pas un chemin parsemé de pétales de rose. Même quand vous êtes dans la même famille politique, même quand vous êtes dans le bloc central, même quand vous êtes Renaissance et Horizon, eh bien, vous avez besoin de vous différencier. Et donc, vous avez besoin, d'une manière ou d'une autre, d'être un peu critique par rapport au programme de votre taper sur candidat. Je n'utiliserai pas ce terme-là parce que j'espère que ce ne sera pas ça qui se passera. Mais c'est un risque. C'est ce qui va se passer. C'est un risque. Et donc, plus on attend, plus ce risque de se concrétiser. Est-ce qu'en ce moment, la course au ralliement est quelque chose qui est une bonne idée? C'est-à-dire, Gérald Darmanin essaie non pas de se vendre, mais de se vendre assez cher, si quand même, de manière à éventuellement rallier Édouard Philippe. On ne sait pas ce qu'Elisabeth Borne fera précisément. On entend un petit peu comment les macronistes, ou ce qu'il en reste, peuvent rallier l'un ou l'autre. Est-ce que si les bons dieux, j'allais dire, de sondage sont déterminants en septembre-octobre, vous pensez qu'il y en a qui peut décrocher? Première question. Et deuxième sous-question, sur quoi se fonderont ces sondages? Sur un meeting où il y a beaucoup de monde? D'ailleurs, vous y allez à celui de Gabriel Attal
Je ne sais pas, je vais prendre ma décision dans les prochains jours. On ne vous sent pas emballé par la encore. candidature de Gabriel Attal, hein, quand même, Marc Ferracci, ce soir. Non, mais moi, j'ai du respect pour Gabriel Attal. Il a du talent politique et c'est le chef du parti auquel j'appartiens. Mais il la joue trop perso. Donc, c'est ça que vous dites. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis que il faut qu'il mette des idées sur la table et il faut qu'il bâtisse ses idées en associant tout le monde. Maintenant, pour essayer de répondre à votre question, qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce que quelqu'un peut décrocher ou se rallier ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien et c'est justement ce qui me préoccupe. C'est que j'aime pas être dans la pensée magique en disant quoi qu'il arrive, eh bien les ralliements vont se faire. Ça, c'est ce que j'appelle un petit peu la pensée magique et même si en politique tout ne se passe pas toujours de manière parfaitement carrée, rationnelle, eh bien je préfère éviter ça. Ensuite, eh bien, on va avoir à la rentrée effectivement une campagne, des sondages, des meetings. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que ce soit le débat de fond, c'est que des thèmes s'imposent. Et moi, j'ai parlé du thème de la création de richesse, la société du plein emploi. Ça, je pense que c'est un thème dont le pays a besoin. Les gens qui se saisiront de ce thème, eh ben, je pense qu'ils auront peut-être plus de crédibilité. En tout cas, moi, je leur apporterai beaucoup d'intérêt et peut-être mon soutien. Eh bien, on suivra cela. Emmanuel Macron, oui ou non, doit-il rentrer dans la campagne et soutenir quelqu'un ou s'en tenir très loin ? Non, je pense qu'il faut qu'il reste dans la fonction qui est la sienne. Il a énormément de choses à faire avec l'international et il le fera très bien jusqu'à la fin, je pense. Merci beaucoup, Marc Ferracci. Merci, Nathalie. Les informés de France Info, tout de suite.